Bienvenue dans le débat de France 24. C'est un bras de fer auquel on n'était pas habitué de ce côté-ci de l'Atlantique. Donald Trump a déclaré la guerre à tous ceux qu'il désigne comme les ennemis économiques de l'Amérique. Et parmi eux figurent désormais les entreprises européennes, celles qui produisent des biens à base d'aluminium et d'acier, et celles qui commercent avec l'Iran. Ça fait potentiellement du monde et beaucoup d'emplois au point de faire réagir l'autre Donald, Tusk, le président du Conseil européen. Je pense que le vrai problème géopolitique n'est pas tant d'avoir un opposant, un ennemi ou un partenaire imprévisible. Le problème, c'est quand votre ami le plus proche est imprévisible. Ce n'est pas une blague, parce que c'est ça le cœur du problème que nous avons aujourd'hui avec notre ami de l'autre côté de l'Atlantique. La guerre économique est-elle déclarée entre Bruxelles et Washington? Et avec quelles conséquences pour les entreprises européennes? On en débat avec Sylvie Matelli, directrice adjointe de l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques. Vous êtes également économiste. Merci d'être avec nous. Bonjour également à Guillaume Clossard, président fondateur d'Europa Nova et ancien Sherpa, comme on dit, au Conseil européen. Pascal Gateau, vous êtes rédacteur en chef de l'Usine Nouvelle et de l'usinenouvelle.com. Et puis avec nous, en duplex de Téhéran, Baki Manesh, avocat associé du cabinet Ferdowski Légal. Bonjour, merci à vous d'être avec nous. Mohammad Javad Zarif était en Europe, il était à Bruxelles mardi, il s'est entretenu avec les ministres des Affaires étrangères des pays signataires de cet accord sur le nucléaire iranien. Est-ce qu'aujourd'hui on est rassuré en Iran, déterminé à poursuivre avec l'Europe ce que les États-Unis ont décidé de quitter? Bonsoir. Écoutez, non, pour l'instant, il n'y a pas encore de climat de confiance ici à Téhéran. Les entreprises sont inquiètes, aussi bien iraniennes qu'européennes, car ils attendent, au-delà des déclarations politiques, de véritables actes de protection. Et on a besoin d'être rassurés ici sur le terrain, on ne dépend encore. On avait vu, Baki Manesh, dans les jours qui ont précédé la décision américaine, des discours parfois extrêmement fermes de la part de dirigeants iraniens, disant qu'un départ des États-Unis signifierait pour eux la mort pure et simple de l'accord. On n'en est plus là aujourd'hui. Non. Tout de suite après la déclaration de Donald Trump, le président Rouhani a clairement déclaré sa volonté de négocier avec l'Europe, la Russie et la Chine pour sauver le JCPOA, l'accord nucléaire. Et aujourd'hui, on est plutôt dans cet état d'esprit. Avec cependant cet ultimatum qui a été donné par le gouvernement iranien de 60 jours pour arriver à des solutions pratiques. Est-ce que ces 60 jours, Sylvie Matelli, seront suffisants, d'après vous, pour inverser le cours des choses et éviter donc le rétablissement de ces sanctions ? Alors très certainement non, parce qu'on est sur deux dossiers différents. On est sur les négociations entre les Européens, les Chinois, les Russes et l'Iran, de la manière de poursuivre et de maintenir cet accord. Et puis de notre côté, vous avez les États-Unis qui de toute façon se sont retirés et qui à très court terme, à 60 jours, c'est quand même du court terme, ne reviendront pas, ne reviendront absolument pas et qui menacent très rapidement d'appliquer des mesures aux personnes qui ne respecteraient pas les sanctions américaines. Oui, parce qu'il faut rappeler, Guillaume Clossard, que ces sanctions, elles s'appliquent à des délais différents. Il y a un délai de 90 jours, un délai de 180 jours. Et d'ailleurs, ça ne s'applique pas de la même manière à tous les secteurs de l'économie. Non, ça ne s'applique pas de la même manière à tous les secteurs de l'économie. Et puis, ça s'applique surtout aux secteurs qui font des échanges en dollars. Oui. Et par exemple, ça s'applique à nos avions. Et d'un point de vue pratique, en fait, quand Airbus vend des avions à Ryanair, ils vont passer par des banques qui sont domiciliées aux États-Unis, qui sont américaines ou pas, pour faire des transactions en dollars. C'est ce qu'on appelle des sanctions secondaires. C'est tout le paradoxe de la situation, c'est que on pense a priori que ça frapperait spécifiquement des entreprises iraniennes et donc américaines qui travailleraient en Iran. Ça, ce sont les sanctions primaires. Mais non, là, ça va au-delà. C'est que toute entreprise qui travaille, qui fait des transactions avec l'Iran, se retrouve frappée dans ses échanges avec les États-Unis. Se retrouve frappé dans ses échanges avec les États-Unis grâce à un dispositif extraterritorial qui a déjà été appliqué dans d'autres cas et qui a coûté cher à certaines de nos banques. C'était le cas de Cuba, par exemple.
pour les pays qui ont été concernés par ce type d'embargo économique. C'était le cas de Cuba, où ça a déjà été le cas dans le passé de l'Iran. Et ça a été le cas aussi pour d'autres causes, qui fait que des banques comme la BNP ou d'autres entreprises françaises ont payé des sanctions en milliards d'euros. Oui, près de 9 milliards pour la BNP, c'est ça. 9 milliards pour la BNP. Ça va même au-delà de l'extraterritorialité, parce qu'à la limite, on ressort le texte qui avait été négocié par les 15 sur l'extraterritorialité en 96. Quand vous parlez de dollars, c'est que vous considérez cette entreprise comme ayant des intérêts américains, donc des sanctions primaires pourraient également être appliquées à ces entreprises-là. Ça concerne également les entreprises qui se financent en dollars. Tout à Total, fait. hier, dans le... Ça veut dire qu'on n'a plus accès au dollar? C'est asséché pour ces entreprises? Total, dans le communiqué qu'il a rendu public hier, On va parler de Total dans un a instant. dit qu'il prenait toutes les précautions possibles et imaginables, mais qu'en tout état de cause, il ne pourrait pas se passer de financement des banques américaines pour 90% de ses opérations dans le monde. Oui. Donc, on parle d'entreprises qui empruntent auprès de banques américaines ou qui font des transactions en dollars. Parce que pour acheter du pétrole aujourd'hui, pour acheter des avions, on utilise le dollar. C'est la monnaie d'échange pour ce type de biens aujourd'hui. Donc le système de transactions financières américain. Vous passez forcément par les États-Unis. Ce qui a fait plier d'ailleurs la BNP Paribas, qui a longtemps été assez réticente à accepter d'être sanctionnée par les Américains et qui était en négociation, voire qui avait été poursuivie à plusieurs reprises, c'est la menace d'interdiction de licence bancaire aux États-Unis. Ça veut dire qu'on ne peut plus exercer aux États-Unis. Tout à fait. Et quand on est une banque, évidemment, ça veut dire qu'on se coupe du premier marché au Quand on monde. est une banque mondiale qui a des clients mondiaux, le devoir est de les accompagner au niveau mondial. Et donc pour des grandes banques comme BNP Paribas, comme la Société Générale, etc., c'est absolument vital. Mais derrière cette décision, je crois qu'il y a quelque chose de bien plus fondamental qui est remis en cause. C'est quelque part le monde tel qu'il a été construit après-guerre. C'est une forme de... C'est le multilatéralisme. Oui. Et puis, c'est l'engagement... C'est injuste pour les entreprises qui ont cru qu'on pouvait aller travailler en Iran. C'est ce que vous dites. On revient sur le droit. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis que c'est bien plus grave que ça. Parce que c'est la parole de la première puissance mondiale perd toute sa valeur. Et ça veut dire que, quelque part, on peut rentrer très vite dans un système de crise qui peut déstabiliser l'ensemble de l'économie mondiale. Et donc, c'est encore plus grave que pour quelques grandes entreprises. Là, on rentre dans un monde d'incertitude. Ça, c'est la signature américaine à l'accord iranien, c'est ce que vous dites. C'est la signature américaine qui finalement perd sa valeur géopolitique. C'est très grave. Et on ne peut pas uniquement se concentrer sur les intérêts de quelques grandes entreprises. C'est l'ensemble de l'économie mondiale. Ça nous frappe par ricochet. Bien sûr que ça nous frappe par ricochet. Et donc il faut que la réaction européenne soit à la hauteur. Et ça veut dire aussi que nous, ça nous impose de penser en matière de puissance économique, de puissance commerciale, de puissance géopolitique, maintenant. On va parler des moyens, effectivement, pour y répondre. Mais juste, Pascal Gateau, vous pouvez nous expliquer sur les entreprises elles-mêmes, le droit des affaires, est-ce que ça va poser un problème important ça pose un problème en termes de morale des affaires, d'une certaine manière. Pourquoi, finalement, contracter de bonne foi avec l'Iran? Est-ce que c'est contraire à l'esprit du droit du commerce, des relations internationales, de frapper cette entreprise qui ont contracté de bonne foi avec l'Iran sans s'imaginer qu'elle pourrait subir des sanctions? Ou est-ce qu'elle le savait qu'il y avait cette épée de Damoclès? Elle le savait, mais c'est beaucoup plus terre à terre. Les entreprises françaises, que ce soit Airbus, que ce soit Total, que ce soit les deux constructeurs, nos deux constructeurs automobiles, PSA et Renault, ont cru et ont intérêt à s'implanter et à investir dans le marché iranien. Ils ont été parmi les premières à y aller. PSA, on le sait, tout le monde ne le sait pas, mais PSA occupe pratiquement 35% du marché automobile iranien. Il avait déjà été obligé de se retirer une première fois en 2012, quand il avait passé un accord éphémère avec General Motors, et General Motors l'avait obligé à se retirer de ses activités en Iran. Malgré ça, c'est un marché très très important pour PSA. La France va être plus touchée que les autres? Elle est plus exposée que les J'ai autres? envie de dire, c'est peut-être ce qui... Oui, parce que les Allemands, par exemple, en matière automobile, les constructeurs allemands étaient dans l'attentisme, ils n'y étaient pas encore. Airbus, c'est quand même le tandem franco-allemand qui le dirige. Ce que je veux dire par là, c'est que sans doute que le président français va prendre une place importante pour faire en sorte que ce blocage soit limité. Le sujet, il est en effet économique, mais le sujet aussi, c'est d'enraciner l'Iran dans une dynamique démocratique pour stabiliser l'ensemble de la zone, ce qui est notre intérêt commun. Et les Européens ont énormément investi pour l'accord qui a mis du temps à se faire, et ce qui se joue
là, c'est la capacité de parole des Européens dans le monde aujourd'hui. En tout cas, les Européens, ils donnent des signes de bonne volonté depuis la décision de Donald Trump. Ils montrent clairement qu'ils sont engagés dans la poursuite du processus. Et que leur parole à elle, non, mais ça c'est fort. C'est presque. C'est nouveau. C'est nouveau. Et puis on va activer dès demain un dispositif qui n'a jamais été activé depuis 25 ans. On est sur deux visions du monde par rapport au pour ou contre cet accord. Ceux qui ont soutenu cet accord, et c'était plus fortement les États-Unis d'ailleurs à l'époque, sont persuadés que relancer l'économie de l'Iran est un moyen d'aller vers une démocratisation et donc un renforcement de cette puissance dans la région avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur cette région. Et puis de l'autre côté, vous avez les États-Unis aujourd'hui qui considèrent que l'Iran est une menace et qu'il faut l'affaiblir. Donc on est sur deux visions. Et puis au-delà de ça, comme vous le disiez, Monsieur Clossa, on est sur une vision également de ce qu'on a fait avec la mondialisation. La phrase, l'introduction de Monsieur Tusk est très intéressante. Notre meilleur ami. Justement, on a peut-être un peu trop fait confiance à notre meilleur ami depuis 70 ans et on a construit un monde qui dépendait exclusivement de sa puissance et de sa capacité à imposer un certain nombre de règles, de normes et finalement à faire avancer les choses vers une mondialisation. Et on s'aperçoit aujourd'hui que parfois notre meilleur ami peut changer d'avis. Baki Manesh, Emmanuel Macron avait proposé lors de sa visite d'État à Washington, c'était à la fin du mois dernier, il y a à peine plus de 2 semaines maintenant, d'ajouter des piliers supplémentaires à l'accord existant avec l'Iran. À l'époque, évidemment, il avait essuyé une fin de non-recevoir du côté de Téhéran. Est-ce que, d'après vous, aujourd'hui, s'il y avait la possibilité de faire revenir les États-Unis dans l'accord sur cette base-là, cette proposition aurait des suites peut-être plus favorables ou pas ? Du côté de Téhéran, bien sûr. Écoutez, vous venez de parler... Oui, bien sûr. Vous venez de discuter pendant de longues minutes à propos de la valeur aujourd'hui de la signature américaine et par ricochet de celle de l'Europe. Je pense qu'aujourd'hui, les Iraniens attendent avant tout de vraiment recevoir, comme ils le disent, le fruit de leur engagement, puisque pour eux, et selon l'agence atomique, ils respectent à la lettre, les engagements du JCPOA, mais n'ont pas reçu tout ce qui pouvait être attendu du côté essentiellement occidental. Donc, avant de s'engager sur des discussions qui vont au-delà de l'aspect nucléaire, qui était l'objet unique et principal du JCPOA, eh bien, je pense qu'il faut essayer de restaurer cette confiance qui a été perdue. C'est le point de vue qui est aujourd'hui majeur en Iran. Ça veut dire qu'il est toujours hors de question de mettre sous condition ou sous contrainte le programme balistique et la politique extérieure de l'Iran dans la région ? Écoutez, du côté occidental, c'est effectivement un sujet qui est extrêmement sensible aujourd'hui. Les Iraniens ne le voient bien sûr pas sur le même point, je dirais, puisque pour eux, c'est une question de défense avant tout, alors que les Israéliens, les voisins arabes du Golfe Persique et les Américains voient la présence de l'Iran dans la région et leur activisme plutôt comme quelque chose d'agressif. Mais comme l'a dit, je pense, le président Rouhani et Dr Zarif, les Iraniens sont des négociateurs nés. Je dirais que tout est possible d'être négocié avec eux à partir du moment où on les prend au sérieux et surtout on respecte sa parole. Et on n'arrive pas, comme Donald Trump le fait aujourd'hui avec la Corée du Nord, mais surtout avec l'Iran, avec une position extrêmement agressive, ce que, de toute façon, lui qui est un soi-disant grand négociateur en matière commerciale, les Iraniens n'acceptent pas du tout ce genre de négociation. Quelle serait la solution préférable aujourd'hui, Guillaume Clossa ? Faire revenir les Américains en convainquant l'Iran de se soumettre à des conditions supplémentaires ou bien trouver une parade aux sanctions américaines et faire sans les États-Unis ? D'abord, on aurait très bien pu imaginer que les Américains se retirent
de l'accord sans sanctionner les entreprises européennes. Pour moi, ça serait le premier choix, arriver à quelque chose qui soit raisonnable. Et ça, c'est ce qu'on pensait au départ. Oui, mais il faut que les Européens parlent d'une seule voix. Et la vérité, c'est qu'on n'a pas parlé d'une seule voix et que les Européens auraient dû faire une réunion d'urgence, les chefs d'État et de gouvernement, sur le sujet, montrer leur bras fort par rapport au président Tusk, et plutôt que d'aller chacun à la chancelière, le président, voir et faire la parade devant le président des États-Unis, y aller ensemble et dire voilà, nous on a un sujet, y aller ensemble avec le président de la Commission et le président du Conseil, et dire nous on a un sujet, et si vous ne respectez pas cet accord, ou en tout cas si vous lésez nos intérêts, eh bien on mettra en œuvre des rétorsions au niveau européen. Mais c'est ce type de réflexion qu'il faut avoir. Et là, vous voyez bien que et la stratégie de la France et la stratégie de l'Allemagne et la stratégie de l'Europe n'ont pas été dans ce sens, et que quelque part, on a cru que chacun pouvait intervenir. C'est pas comme ça que ça marche par rapport à un président des États-Unis qui ne considère que la force et la menace. Par manque d'anticipation, Sylvie Matelli, ou parce que on n'a pas l'habitude de travailler comme ça en Europe, tout simplement, et de porter en commun nos intérêts à l'extérieur? Les deux, en quelque sorte. C'est vrai qu'on aurait pu anticiper beaucoup plus tôt. C'était prévisible. Hein. Soyons très clairs, c'était très prévisible. Tout à fait. Et même à l'époque d'Obama, la position sanction dure et non pas sanction molle, d'une certaine manière. Et petit rappel, quand les sanctions... Ça a déjà été le cas. Hein. Tout à fait. Et la question de l'extraterritorialité et du poids de la justice américaine à poursuivre les entreprises occidentales, elle est soulevée depuis très longtemps. L'Europe a fait une proposition d'ailleurs dès 2015 pour amplifier la réglementation de 1996 qui a été mise aux oubliettes par les États. Donc effectivement, on n'a pas anticipé du tout, mais très clairement, on ne sait pas non plus se positionner dans un rapport de force avec les États-Unis. Oui, allez-y. Il y a d'autant plus urgence à le faire qu'on peut penser il suffit d'observer ce qui se passe. Il y a une fièvre protectionniste qui est en train de s'emparer de la planète entière. Et au-delà des droits de douane, il y a une confrontation qui est de plus en plus évidente. C'est les guerres des tarifs, c'est le droit commercial, c'est la fiscalité, c'est la réglementation et la normalisation, c'est la restriction des flux financiers. Demain, ce ne sera pas comme hier. La mondialisation va être de plus en plus les Européens chaotique. sont trop naïfs face à ça. Si l'Europe ne réagit pas maintenant et ne prend pas des dispositions, ces entreprises seront de plus en plus confrontées à ça. On va en reparler. C'est tellement vrai, je terminerai là-dessus, c'est tellement vrai que, et c'est à vérifier, mais apparemment beaucoup de grands groupes qui avaient réduit leurs équipes de géostratégistes, de risque pays, sont en train de les reconstituer parce qu'ils se rendent compte que les problèmes sont devant. On va en reparler dans un instant. On marque une courte pause. C'est la fin de la première partie du débat. Retour dans un instant. Deuxième partie du débat de France 24. La tension monte entre les États-Unis et l'Europe. La question, ce sont bien sûr les sanctions américaines, à la fois contre toute entreprise qui tenterait de commercer à l'avenir avec l'Iran, mais également ces sanctions contre les importations d'acier et d'aluminium. L'Europe bénéficie d'exemptions jusqu'à la fin du mois, mais on ne sait pas de quoi la suite sera faite. On en parle avec Sylvie Matelli, toujours directrice adjointe de l'IRIS et économiste avec nous en plateau, ainsi que Guillaume Clossat, président fondateur d'Europa Nova. Également avec nous Pascal Gâteau, rédacteur en chef de l'Usine Nouvelle et l'usinenouvelle.com. Et puis en duplex de Téhéran, Baki Manesh, avocat associé au cabinet Ferdowski Légal. On s'est inquiété cette semaine à Paris du côté des entreprises des effets que prendront les sanctions américaines contre toute entreprise qui commercerait à l'avenir avec l'Iran. Une réunion a eu lieu à Bercy avec Bruno Le Maire. Il y avait aussi le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Parmi les entreprises menacées, dernière en date, Total, qui annonce son intention de mettre fin à toutes ses opérations liées au projet South Pars. C'est un énorme projet gazier d'ici au 4 novembre. Voici les explications en images. Total affirme qu'il quittera l'Iran pour éviter les sanctions américaines. Le géant du pétrole a déclaré qu'il serait forcé de mettre fin à toutes ses opérations dans le plus grand champ de gaz naturel au monde, à moins que Washington ne lui accorde une dérogation spéciale. La compagnie française s'est engagée dans ce projet en juillet 2017, 2 ans après que les pays occidentaux ont signé un accord sur le nucléaire avec l'Iran. Le chantier est mené de front avec une compagnie chinoise et une société iranienne au sein d'un consortium dont Total détient la majorité. Mais la compagnie ne peut pas risquer de s'exposer aux sanctions de Washington. 1/3 de ses actionnaires sont américains et ses activités outre-Atlantique représentent plus de 10 milliards de dollars.
En Bulgarie, pour un sommet européen, Emmanuel Macron a affirmé que les sociétés privées devaient être libres d'investir ou non en Iran. Les entreprises internationales qui ont des expositions dans de nombreux pays, elles font des choix qui leur sont propres en fonction aussi des intérêts qui sont les leurs. Et il est pour moi essentiel que cette liberté soit laissée. Les grands gagnants en cas de sanctions américaines, ce seront les Chinois et les Russes, affirme Emmanuel Macron. Le ministre iranien du pétrole l'a d'ailleurs déjà annoncé, c'est la compagnie pétrolière chinoise CNPC qui récupérera les parts de Total si la société choisit de quitter l'Iran. Et avec nous en direct de Téhéran, Baki Manesh, avocat associé au cabinet Ferdowski Legal. On a appris également qu'une autre entreprise, l'armateur danois Maersk Tankers, annonce la cessation de ses activités en Iran. Est-ce que vous craignez une fuite générale des capitaux qui étaient arrivés ces 2 dernières années ? Alors avant tout, les capitaux n'étaient pas vraiment encore arrivés. Il s'agissait essentiellement de MOU et de contrats signés, et beaucoup d'entreprises étaient en phase de préparation de leurs investissements. Donc ça, c'est déjà important à signaler. C'est d'ailleurs la position des Iraniens de dire qu'ils n'ont pas reçu, encore une fois, le fruit de leurs engagements. Mais pour revenir aux entreprises internationales, effectivement, comme l'a très bien dit le président Macron, lorsqu'il y a des expositions directes aux États-Unis, comme Total, comme Renault d'ailleurs, à travers sa structure Nissan, il est extrêmement difficile de voir aujourd'hui comment nous pourrions les protéger contre une application arbitraire des sanctions secondaires américaines. Donc, malheureusement, on n'a pas encore trouvé de solution. Et comme je vous l'ai dit au départ, on en est pour l'instant qu'à de très belles déclarations politiques de soutien du JCPOA par les Européens. Mais nous avons besoin d'actes concrets et de comprendre. Et pour l'instant, le pessimisme quand même est encore en vigueur ici. Ça veut dire sinon, comme on l'a vu dans le cas de Total, ça laisse de la place pour, en l'occurrence, le partenaire chinois CNPC. Ça peut être la Chine, ça peut être la Russie, qui profiteront de l'espace laissé vacant par les Européens ? Oui, totalement. D'ailleurs, CNPC a déjà déclaré son intérêt à acquérir la portion de Total dans le fameux projet South Pars 11 et des entreprises russes, essentiellement dans le secteur de l'énergie, sont en train de regarder ce qui est possible de faire sur le marché iranien. N'oublions pas que par ailleurs, certaines de ces entreprises sont déjà sous le coup de sanctions américaines. Donc elles ne prennent pas grand risque. Alors, Guillaume Clossard, face à ça, Total demande des garanties, sinon effectivement ils quitteront, comme ils l'ont dit, l'Iran, en tout cas ils n'iront pas investir dans ce projet South Pars. Ces garanties, ils peuvent les obtenir des Américains ? Alors, ce qu'ils demandent, c'est une exemption de la loi extraterritoriale. Cette exemption, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait une tension entre la Chine et les États-Unis sur la Corée du Nord, puisqu'une entreprise chinoise travaillait en Corée du Nord, et que le président chinois a obtenu du président américain une dérogation pour cette entreprise. Donc c'est possible. C'est possible. Par ailleurs, ce qui est un peu cocasse dans cette affaire, c'est que les entreprises américaines peuvent elles-mêmes être exemptées de cette loi Et Total avait déjà obtenu une exemption. Et donc là, dans les années 90, pour le développement des 2 premières phases de ce ce que joue en fait Total, c'est que c'est une réplication en effet d'une stratégie qui a été menée de manière antérieure, mais il est très clair que les États-Unis peuvent le faire pour une entreprise ou 2 ou 3, mais pas un plus grand nombre, autrement ça n'a aucun sens. Et donc c'est pour ça que Total tire le premier. Ce qu'il faut ajouter concernant les Chinois, c'est tactique. Concernant les Chinois, c'est que les Chinois sont déjà en train de mettre en place un contre-dispositif. Un dispositif, mais surtout sur les marchés dérivés en yuan, pour ne plus avoir à traiter pour plus de recours en dollars. Pour plus avoir de recours en dollars. Et donc, quelque part, ils sont presque prêts à... Mais alors, ça veut dire quelque chose de... Alors, parce que ce que vous dites, en fait, et il y a ça, une conséquence. Oui, mais il y a une conséquence, en fait, qui est bien plus importante. C'est qu'à partir du moment où ils pensent à mettre en place un dispositif en yuan pour les produits, c'est qu'à terme, ce qu'ils pensent aussi,
c'est la convertibilité du yuan. Et donc, ce qui se joue aujourd'hui, c'est la place des monnaies mondiales. Et aujourd'hui, on n'a pas de dispositif de compensation sur l'euro, alors qu'il existait dans les années 50 l'Union européenne des paiements, qui permettait quelque part d'échapper à l'hégémonie du dollar. Sylvie Matelli. Peut-être deux choses sur les exemptions. En fait, ce sont des demandes de licence que vous faites auprès de l'OFAC, l'organisme qui gère les sanctions aux États-Unis, et ça prend beaucoup de temps, avec aucune garantie dans le cas actuel où le président Trump est quand même sacrément déterminé à empêcher toute entreprise à faire des affaires, qu'elles soient américaines ou européennes ou autres, à faire des affaires en Iran. Ça risque d'être extrêmement long. On se rappelle d'Airbus qui avait demandé une licence pour l'Iran il y a 2 ans et qui a mis quasiment 1 année à l'obtenir. Donc on est sur des processus qui sont extrêmement longs. Et sur la question des paiements, effectivement, on est sur la volonté des Chinois qui ont fait plusieurs annonces par rapport au yuan ces dernières années de renforcer le poids du yuan et de diversifier les devises. Il y a le problème de la convertibilité. Alors, il y a le problème de la convertibilité et puis surtout, pour l'instant, ça n'a jamais fonctionné. Si vous regardez les réserves mondiales qui sont détenues par les banques centrales, depuis 30 ans, c'est 65% qui sont en dollars et même l'arrivée de l'euro qui a pris une place importante. Oui, mais Sylvie, en même temps, la Chine devient la première puissance mondiale. Il y a 30 ans, ce n'était pas le cas. Elle n'était pas dans le peloton. Et donc vous dites que Donald Trump pourrait, d'une certaine manière, avoir porté un coup important à l'hégémonie du dollar comme monnaie de réserve. Je crois que la question monétaire est l'un des instruments qui peut être le plus efficace, parce que si on a besoin de moins de dollars, vous affaiblissez le dollar. Si vous affaiblissez le dollar et vous renchérissez le coût des importations aux États-Unis. Vous renchérissez le coût des importations, vous créez de l'inflation importée et une politique monétaire de taux élevée aux États-Unis, ce qui peut fortement pénaliser l'économie américaine. Donc je crois qu'on a là quelque chose d'intéressant. En tout cas, les Européens fourbissent leurs armes. Ils annoncent pour demain l'activation d'un processus, un mécanisme qui date des années 90. À l'époque, c'était l'embargo contre Cuba. Écoutez le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. Nous devons maintenant agir. C'est la raison pour laquelle nous lançons le processus de recours à la loi de blocage, Blocking Status de 1976, qui vise à neutraliser les effets extraterritoriaux des sanctions européennes dans l'Union européenne. Nous devons le faire et nous le ferons demain matin à 10h30. Sylvie Matelli, est-ce que vous pouvez nous expliquer relativement simplement en quoi consiste ce mécanisme de blocage? Est-ce que c'est vraiment la parade aux sanctions américaines? Alors, on n'a pas osé le blocage en tant que tel. On avait mis en place une mesure où on s'engageait à neutraliser l'effet de l'extraterritorialité. Les États-Unis n'étaient pas cités en tant que tels. La phrase qui était utilisée par le texte, c'était les pays qui affecteraient les intérêts européens. Donc on est vraiment sur une neutralisation, c'est-à-dire on s'engageait à dédommager les entreprises européennes qui subiraient ce type de poursuite. Aux frais du contribuable ? Tout à fait. Tout à fait. On n'est pas allé jusque-là, donc on n'a pas développé... Mais l'Europe a les moyens de dédommager les entreprises ? Écoutez, il faut certainement aller plus loin. C'est une question qui se pose. Je peux aller un petit peu plus loin sur le dispositif. C'est-à-dire que la Commission va demander à la Banque européenne d'investissement de soutenir. La Banque européenne d'investissement est le levier financier et quelque part peut être aussi un levier de couverture commerciale. Et elle est utilisée, mais pas de manière massive dans cette perspective, pour soutenir les investissements. De quelle manière, Guillaume Clossat? Ça veut dire qu'une entreprise qui a prévu d'investir serait remboursée d'une partie de cet argent qu'elle laisse sur place? C'est couvert. Ça couvre le manque à gagner, c'est quoi? C'est surtout pour garantir la continuité des flux financiers, des flux économiques et financiers. Actuellement, l'essentiel des flux bancaires passe par le réseau SWIFT, auquel... Ça veut dire qu'on peut continuer donc à investir en Iran? Oui, enfin, c'est plus compliqué que ça, parce que d'abord, la loi de 96, elle n'a jamais été appliquée. Voilà. On ne sait pas très bien dans quelles conditions elle va s'appliquer. Elle suppose aussi une activation de la justice européenne. Mais en gros, la Banque européenne d'investissement se substitue aux banques qui, effrayées par les sanctions américaines, n'osent plus prêter. Honnêtement, c'est pas encore clair. Non. Mais c'est l'idée. Mais c'est un peu l'idée. C'est l'idée aussi de montrer qu'il y a... C'est d'abord un signal politique. Vous sortez vos armes, nous on va sortir les nôtres. Le sujet des armes européennes, c'est qu'elles n'ont jamais
jamais été utilisés. Et donc, il faut voir maintenant concrètement comment on va les utiliser. Donc, demain, décision politique. Oui. Et ça veut dire que dès aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train de travailler pratiquement, à la fois du point de vue juridique, du point de vue financier, du point de vue commercial, pour voir comment on les met en œuvre et comment on garantit une sécurité sur Et je cette mise crois en œuvre. qu'on est beaucoup plus effectivement sur un positionnement face aux États-Unis que sur des mesures concrètes et qui vont accompagner les C'est un effet d'annonce seulement ? C'est pas un effet d'annonce, c'est un positionnement qui est aujourd'hui indispensable. Et au-delà de ça, montrer au président Trump que l'Europe n'est pas prête à se Si c'est pas opérant, ça ne sert pas à grand-chose. Alors ça le deviendra, ça ne l'est pas encore, c'est pas très clair, mais ça le deviendra. Mais quoi qu'il en soit, dans cette affaire-là, il y a clairement un rapport de force qui est à établir entre l'Europe et les États-Unis. C'est pas neutre, hein, parce que qu'a dit Donald Tusk, dire que finalement on perd notre ami qui nous a accompagnés depuis 6-7 décennies. Mais ça sont des mots. Non, mais c'est plus que des mots, parce que quelque part, c'est la reconnaissance par les Européens qu'aujourd'hui, nous sommes seuls dans la mondialisation. Et ça, la chancelière l'a dit il y a quelques jours, mais les Européens ensemble, et il ne l'a dit que parce qu'il y avait un accord unanime des 28, pas des 27, des 28, c'est une nouveauté. Et c'est la prise de conscience. Secrétaire général des Nations Unies a fait ce constat-là également ce matin. Pascal Gatot, vraiment pour essayer de comprendre concrètement comment on peut rester en Iran ou pas après avec ce mécanisme-là, parce qu'aujourd'hui, les banques en Europe, elles se carapatent après l'annonce des sanctions américaines ? Actuellement, nous, les remontées qu'on a, c'est qu'il y a un très grand attentisme de la part des entreprises qui étaient tentées il y a une quinzaine de... Les entreprises, oui, mais les banques, elles ne soutiennent plus. Elles dissuadent même leurs clients d'investir. Bien sûr. Elles ne prendront aucun risque. On a parlé du précédent de le BNP Paribas, c'était quand même presque 10 milliards de dollars. Il n'y a pas un zèle excessif de ces banques ? Au-delà des sanctions, les banques ne sont pas véritablement retournées, n'ont pas financé des projets en Iran, aussi parce que l'Iran ayant été exclu du système financier international suite aux sanctions, il y a un certain nombre de règles qui ne sont pas respectées par ce pays, et il y a un certain nombre de garanties qui ne sont pas fournies aux banques. Donc il n'y a pas que cette affaire américaine aujourd'hui face à cet accord, il y a véritablement le rôle central et clé des États-Unis sur les marchés mondiaux qui font peur aux banques d'abord et puis aux entreprises ensuite. Baki Manesh, est-ce que vous voyez une initiative en particulier d'un pays ou de l'Europe qui serait de nature à inverser le cours des choses ? On annonçait il y a encore quelques semaines la venue possible, en tout cas envisagée très clairement, d'Emmanuel Macron en visite cette année en Iran. Est-ce que c'est toujours d'actualité ? Écoutez, avec ce qui se passe en ce moment, c'est pas vraiment le sujet prioritaire, mais ça ferait beaucoup de bien. Ça permettrait de concrétiser les paroles des politiques aujourd'hui qui sont sans nul doute derrière cet accord nucléaire, tant que, bien entendu, l'Iran continuera à respecter ses engagements. Sa venue, je pense, est quelque chose de très très important. Est-ce que c'est prioritaire ? Non, c'est pas aujourd'hui un sujet prioritaire. Les sanctions et la sortie des États-Unis, est-ce que ça fragilise politiquement le pouvoir actuel en Iran, qui, en tout cas le président Rouhani, qui avait lui milité pour à la fois cet accord et puis ensuite sa mise en œuvre ? Oui, totalement. D'ailleurs, il avait déjà commencé à être fragilisé parce qu'encore une fois, les entreprises et, comme vous l'avez signalé, les grandes banques internationales ont tardé à engager les financements sur les projets iraniens. La population, ne voyant pas venir les bénéfices de cet accord, a commencé petit à petit à se méfier. Et aujourd'hui, c'est vrai que les conservateurs iraniens ont repris le dessus. Premièrement parce qu'ils ont la preuve de ce qu'ils disent depuis des décennies. On ne peut pas faire confiance à la parole américaine. Et deuxièmement, ils disent qu'ils avaient raison de ne pas s'engager sur cette voie de négociation avec les Occidentaux en général. Donc il est très très important que les Européens continuent à supporter cet accord. Et on espère que si les grandes entreprises ne trouvent pas de solution, au moins les très très belles PME françaises et européennes pourront continuer, en tout cas celles qui ont moins d'intérêt ou pas d'intérêt du tout
aux États-Unis à commercer avec l'Iran, car on parle beaucoup, bien sûr, de politique, mais n'oublions pas que derrière tout ça, il y a quand même beaucoup d'emplois en cause en France et dans l'Union européenne. Beaucoup de très très belles PME sont venues s'installer, ont d'ailleurs commencé avant les grands groupes à investir et espérer avoir un effet, un levier sur l'emploi. On sait quels sont les emplois induits en France, justement Guillaume Clossat, non? Pascal Gateau. Je sais en revanche, on dit qu'on pense qu'il y a environ un peu plus d'1 millier d'entreprises qui ont exporté en Iran en 2015-2016. Là, je ne pense pas que ce soit une part importante de leur chiffre d'affaires, mais ça peut le devenir parce que le marché iranien est un marché important. Qui va se développer et qui a des besoins. On parlait tout à l'heure de l'automobile. Il y a, je crois, à peu près 200 véhicules pour 1000 habitants. C'est 3,5 fois moins qu'en Europe. On voit bien qu'il y a une marge de progression qui est assez importante, qui profitera non seulement à PSA, à Renault, à ses partenaires sur place, mais qui profitera aussi à leurs partenaires en France, qui seront peut-être amenés pour un marché plus grand que la France, à s'installer sur place également, et à nouer des partenariats également sur place pour c'est important monter toute une supply chain. Ça reste quand même relativement une puissance industrielle. C'est un pays qui est plus éduqué que beaucoup d'autres pays alentours. Et donc, c'est un partenaire industriel central pour une stratégie dans la zone. Il faut voir que les Russes, eux, ont réagi immédiatement, puisqu'il y a un accord économique, il y a une union économique qui est portée par Moscou. Exactement, qui est portée par Moscou. Et elle vient de signer un accord de libre-écouche avec... Ils ne sont pas affectés, eux, par les sanctions américaines? Moins, et puis il y a beaucoup d'entreprises russes qui sont elles-mêmes sous sanctions, qui ne sont pas aux États-Unis ou qui n'ont pas d'intérêt. Et donc voilà. Et il y a beaucoup d'acteurs qui sont des acteurs, des grosses PME locales qui font pas du transfrontalier. Même quand on est sous sanctions pour l'Ukraine, on n'a pas peur de se remettre sous sanctions pour l'Iran. Je pense que la stratégie d'Helsinki est une stratégie de rapport de force. Et d'ailleurs, il vient de construire un grand pont entre la Crimée et la Russie et en quelques mois. Et les Européens n'ont pas réagi. Et puis les sanctions sur la Russie, à la limite, protègent presque les entreprises russes qui ont dû contourner ces sanctions et trouver des intérêts ailleurs qu'aux États-Unis. C'est déjà fait. Oui, tout à fait. On a quelques minutes pour parler d'autres sanctions qui, elles, ont sans doute un impact encore plus important puisqu'elles concernent l'acier et l'aluminium européens. Alors là, il ne s'agit pas d'une interdiction, mais enfin, il s'agit quand même de frapper d'une augmentation très sensible de taxes douanières, donc les importations d'acier et d'aluminium américaines en provenance notamment de l'Union européenne, exemptées jusqu'au 31 mai. Les Européens vont-ils bouger? Et sinon, que va-t-il se passer? Pour l'instant, tout est fait pour essayer d'obtenir une prolongation de cette exemption. Et donc la stratégie, c'est... Qu'attend Donald Trump des Européens en maintenant cette exemption? Il attend quoi concrètement comme geste de l'Europe? Qu'on réduise quantitativement les exportations vers les États-Unis? Je ne sais pas s'il attend quoi que ce soit. Lui, son objectif, c'est de réduire le déficit commercial. Et pourquoi faire une exemption? Pourquoi faire une exemption temporaire comme un ultimatum? Je pense qu'on est face à toutes les contradictions de cette politique du président Trump qui, d'un côté, promet à ses électeurs que America First et il va réduire le déficit commercial. Il a autant imposé tout de suite. Tout à fait. Pourquoi dire vous avez jusqu'au 31 mai, mais pourquoi? Il a aussi face à lui les lobbies industriels qui vont souffrir directement de ces mesures et qui pèsent pour qu'on les applique jamais. Donc Pascal Lamy a une expression assez, une jolie image par rapport à Donald Trump. Il dit l'économie de Donald Trump, c'est l'économie au XVIIIe siècle, c'est-à-dire l'économie avant qu'il y ait le libre-échange, le commerce international. Mais même pas parce qu'il n'y a pas de vraie stratégie industrielle derrière. Au moins, au niveau de Colbert, il y avait une vision industrielle de moyen long terme avec des priorités. Et là, en fait, il n'y a pas de base économique. Et c'est très difficile d'avoir une réaction par rapport à un président des États-Unis qui n'a pas de vraie stratégie économique raisonnable. Oui. Si vous aviez une stratégie économique pour résorber votre déficit commercial, vous investiriez d'abord dans votre pays. Or, le grand plan d'investissement annoncé se fait quand même un petit peu attendre aux États-Unis. L'Allemagne qui a le plus à perdre, Pascal Gateau, elle pousse pourquoi? Pour qu'on négocie avec les Américains et qu'éventuellement, comme ils le souhaitent, on ouvre les discussions sur l'accès réciproque des marchés à d'autres produits?
Je crois que la chancelière, effectivement, est derrière les intérêts des grands groupes allemands. Et des elle cherche à temporiser dans les relations avec Donald Trump. Ouais. Mais je crois qu'elle va finir par se rendre à l'évidence qu'il n'y a rien à attendre de cette stratégie de court terme. Les Allemands ont toujours eu une forme de naïveté par rapport aux États-Unis, qui est que au final, ils vont être rationnels et préserver leurs intérêts. Et là, on est dans un monde complètement irrationnel. Et je pense que la manière dont le président Trump a accueilli la chancelière et la traite le montre. Et donc, il faudrait qu'il y ait une réaction de normalité, je dirais, de la chancelière pour ne plus regarder les États-Unis de manière naïve. Je crois que Donald Tusk a tout dit. Notre ami américain nous a lâchés. Oui, et au-delà de ça, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, je crois qu'il faut se préparer à une autre mondialisation, une mondialisation, j'ai envie de dire, égoïste, de blocs égoïstes. Et l'OMC qui est si mal en point, c'est bien l'échec ultime de l'OMC. Je vais vous donner L'OMC n'est peut-être pas encore complètement morte, mais... le multilatéralisme, en tout cas... L'OMC vient de sanctionner Airbus à cause des subventions qu'il reçoit, alors qu'on sait très bien que Boeing reçoit de la même manière des subventions qui sont mieux masquées, et il n'y a pas de sanctions contre Boeing. Donc, quelque part, la décision n'est pas équilibrée. C'est un outil américain ? Non, c'est pas un outil américain, c'est que l'OMC essaie de préserver son existence, et tout le monde essaie de préserver un système multilatéral qui est essoufflé. Et donc le sujet aujourd'hui, c'est d'inventer le système multilatéral de demain. Baki Manesh, le mot de la fin peut-être. Quand vous voyez ces tensions qui existent indépendamment de l'Iran d'ailleurs, entre les États-Unis et l'Europe, qu'est-ce qu'on dit de ça côté iranien ? Est-ce qu'on espère qu'à terme, la diplomatie aussi, les intérêts européens seront davantage dissociés des Américains ? On espère un rapprochement plus profond entre l'Iran et l'Europe, peut-être même contre les États-Unis ? Écoutez, contre les États-Unis, non. Contre Donald Trump, oui. En revanche, non, les Iraniens veulent absolument sauver ce qui peut être sauvé avec l'Europe. Et ils comprennent qu'aujourd'hui, pour tout le monde, la question va au-delà de la question du nucléaire iranien ou du rôle de l'Iran dans la région. Il s'agit, comme vous en avez débattu au début, il s'agit vraiment de la place de l'Europe dans le monde et comment l'Europe peut devenir une alternative éventuellement à Washington et Moscou dans les crises régionales. Merci beaucoup Baki Manesh, et je remercie également nos invités autour de nous. Je retrouve mes papiers. Bien sûr, il y avait Guillaume Clossat, Sylvie Matelli et Pascal Gâteau. Restez avec nous à suivre dans un instant un nouveau journal sur France 24.